Bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir malgré le grand soleil qu'on a dehors. J'espère que vous allez tous et tous bien. Donc, je me présente, je m'appelle Valentin Nguyen, je représente l'association Copain et la Gaieté Lyrique nous a offert une résidence de 2 mois ici. Donc, le projet d'Étincelle, enfin, du coup, c'est un projet porté par l'association Copain, pardon, qui est une asso qui lutte contre la précarité étudiante. Et du coup, le projet Étincelle qu'on a créé a pour volonté de faire dialoguer différents acteurs et actrices du monde de l'art, que ce soit des artistes totalement autodidactes ou des artistes en école d'art et qui ont volonté d'être artistes derrière, tout en faisant écho ou du moins en dialogue avec des acteurs et des actrices confirmés du monde de l'art. Et du coup, c'est pour cette raison que j'ai voulu organiser une table ronde et je suis très heureux d'avoir invité le Club 77 avec qui on a organisé cette merveilleuse table ronde. Voilà. Et je laisse la parole du coup à Loli. Merci Valentin. Merci pour la confiance dans l'organisation de cette table ronde. Merci à vous d'être là. Est-ce que les artistes ont besoin de manger? Je vois qu'on se pose tous la question. On va tenter d'apporter des éléments de réponse ce soir. C'est une question qu'on se pose depuis un petit moment avec le Club 707, en étant face à des réalités très tangibles auprès d'artistes avec qui on a pu travailler. Et on tente par le transversal, le pluridisciplinaire, de trouver des solutions créatives à des problèmes qui sont eux-mêmes assez créatifs. Et ce soir, on rassemble un panel assez génial qu'il me tarde d'entendre. Et l'idée, voilà, c'est qu'on s'intéresse à nos propres frigos individuellement, et c'est bien normal, mais je pense qu'on a aussi envie de manger ensemble, collectivement, idéalement, à la même table. Et on va tenter une ouverture vers ça ce soir. Et je laisse la parole à Théophile qui va nous guider dans la discussion. Et j'ai hâte de vous entendre. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Moi, j'ai le grand plaisir d'animer cette table ronde ce soir, dont le nom s'inspire directement d'un livre coécrit en 2018 par Colline Pierret et Martin Page, qui s'intitule donc Les artistes ont-ils vraiment besoin de manger, et dans lequel les deux auteurs compilent plusieurs témoignages d'artistes-auteurs qui sont constitués autour d'une quinzaine de questions, justement, certaines très prosaïques, d'autres un peu plus ésotériques, toujours euh, orientées autour de la condition des artistes-auteurs. Et donc cette table ronde, un peu à l'image du livre et un peu à l'image de ce que fait le Club 707 dans son réseau international, mais je crois plus que de formuler un propos un petit peu militant, simplement, je pense, de mettre en conversation différents parcours, différentes visions de la création artistique, différents engagements au profit des artistes. Et donc voilà, et d'ailleurs, on aura grand plaisir, je crois, d'élargir la conversation avec vous à l'issue du panel. Je vais peut-être vous laisser vous présenter succinctement, peut-être simplement pour les artistes d'entre vous, peut-être votre parcours très, très rapidement, et puis surtout votre engagement associatif ou autre. Tiens, Bonsoir, donc moi je suis Héloïse Jacob et pour le côté pas trop militant, c'est raté puisque moi je fais partie du SNAP CGT, donc le syndicat national des artistes plasticiens plasticiennes. Je ne suis pas plasticienne, je suis illustratrice. J'ai mon prochain livre qui va sortir en octobre de cette année. Donc moi j'ai plutôt une vision sur la pratique artistique liée au milieu de l'édition. Mais également dans le cadre de mon activité syndicale, un regard plus large également. Bonjour, je m'appelle Anaïs Balueman, je fais du documentaire, audio, photographique ou vidéo. Et là, je travaille sur 2 documentaires que j'ai fait dans 2 écoles d'art, une au Ghana et une en Lettonie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi un peu parler de cette expérience et de ce que ça m'a apporté comme vision de comment est-ce qu'on peut vivre en tant qu'artiste dans des sociétés qui sont très différentes de celles de la France. Et voilà. Bonjour, alors moi c'est Lenny Rébéré, je suis artiste plasticien, membre du collectif Le Houloc. On est à La Courneuve, donc là, je suis là pour représenter le Houloc. Nous, on est un collectif d'artistes depuis 2016 où on a l'intérêt, c'est qu'on a
une gestion complètement horizontale où chaque artiste a un rôle dans l'association. Mais c'est avant tout un atelier et un lieu de monstration. Donc on est aussi considéré comme un centre d'art, parce qu'on est dans le réseau TRAM. Et en termes d'actu, là on ouvre notre nouveau lieu le 6 juin, mais peut-être qu'on en reparlera, pour la Nuit Blanche, voilà, à la Courneuve. Bonjour, je m'appelle Luna Somville. Moi, je travaille dans la culture à plein d'endroits différents, dans la production, dans la programmation et de la communication aussi. Et je représente aux côtés de Noémie notre collectif curatorial qui s'appelle Les Apartés. On existe depuis 2021 et on a pour ambition de créer des expositions d'art contemporain, mais avec une programmation très pluridisciplinaire. Tu veux rajouter quelque chose ? Pas vraiment, tu as tout dit, mais moi c'est Noémie Blondeau et je suis aussi chargée de production à côté et chargée de médiation pour un centre d'art à Pantin qui s'appelle Les Sheds, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, mais sinon tu as tout dit. Top, merci beaucoup. Et je vous propose sans attendre qu'on commence la conversation en prenant le sujet de manière très littérale. Et je vais m'adresser du coup surtout aux artistes, auteurs, illustrateurs autour de la table. Et comment est-ce que vous mangez? Quel est votre modèle économique? Quel est celui de quelle est votre approche un petit peu du métier? Est-ce que vous avez un side job, un travail alimentaire? Quelle est votre vision un petit peu de la situation, si ça vous va d'en parler? Alors, moi, je ne mange pas, voilà. Je pense que c'est la manière la plus simple de régler la situation. Non, bien sûr que oui, je mange. Et donc, j'ai un travail alimentaire. Bon, là, actuellement, malheureusement, je n'ai pas de travail. Donc, ça, c'est un gros point faible dans ma biographie. Mais j'ai toujours travaillé quand j'étais aux Beaux-Arts. Je travaille environ 20 heures par semaine. C'est le max que je peux faire pour garder une bonne continuité après dans ma pratique artistique. J'aime bien avoir des jobs qui me demandent absolument aucune charge mentale, qui sont en CDI où je vais quelque part, je travaille et puis je repars, voilà quoi, avec des horaires fixes sur des semaines, comme ça j'ai le temps de m'organiser dans ma vie. Enfin voilà, j'aime bien avoir ça. Et ça m'apporte aussi quand même une rigueur du coup qui me force à forcément aller beaucoup à l'atelier pour bien utiliser le temps qui me reste. Et évidemment, je sais pas si je peux dire évidemment, mais évidemment, je ne gagne pas ma vie avec mon art. J'espère qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà. Ouais. Moi, j'aime bien bouffer, par contre. Par exemple, au Houloc, sur 33 artistes, il y en a 2 qui vivent de leur art aujourd'hui. Sachant qu'on est une génération peut-être un peu plus âgée que toi, parce qu'il y en a, on est plus dans des artistes qui ont la quarantaine. Pour moi, mon expérience perso, j'ai eu la chance de rentrer dans une galerie en étant à la fin de mes études, qui a fermé là il y a 2 ans, malheureusement. Donc j'ai commencé à être prof de dessin. Aujourd'hui, je suis prof pour la ville de Paris avec un mi-temps qui permet aussi de continuer son activité d'artiste, quoi, simplement. Mais après, dans l'expérience que je vois autour de moi, dans tous les ateliers un peu similaires, globalement, soit les artistes ils font de la prod pour boîtes de prod, galeries ou autres artistes qui, eux, peuvent payer des artistes, peuvent payer de la prod, ou alors ils sont profs. Ou alors ils viennent d'une bonne famille aussi. Voilà. À nouveau, excellente transition. Moi, je viens d'une bonne famille. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance de loger dans un appartement qui appartient à mes parents. Et ça fait absolument toute la différence par rapport à la liberté de choix que j'ai pu avoir. À la base, moi, j'ai fait des études pour travailler dans l'édition, pour être éditrice. Je me suis rendu compte qu'en fait, être éditrice, c'était beaucoup de gestion de planning et pas beaucoup de création. Et qu'en fait, j'avais plutôt envie d'être du côté créatif de la force. Donc, je me suis réorientée.
Néanmoins, je continue à avoir toujours un pied du côté un peu éditorial puisque j'ai aussi un job alimentaire. J'ai fait de la traduction et je continue à faire des lectures pour différents éditeurs, donc à lire des manuscrits qui sont envoyés pour voir si c'est intéressant d'acheter les droits. Voilà, donc c'est... Et oui, et puis à certains moments, j'ai touché le RSA aussi. Et, Luna et Noémie, vous avez fait le choix, avec les apartés, de cacheter, je ne sais pas si ça se dit, de rémunérer en tout cas les artistes qui interviennent. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et peut-être aussi des défis que ça représente pour votre asso? Oui, en fait, donc le collectif est né fin 2021 avec un premier événement en 2022. Et pour ce premier événement, du coup, on n'était pas encore monté en association. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le monde des assos, on ne pouvait pas demander de subvention à l'époque. Donc, on a fait une campagne de crowdfunding qui nous a permis de produire les œuvres de presque la totalité des artistes qui étaient présents pour cette première édition. Et ensuite, on a dû trouver d'autres modèles économiques parce que le crowdfunding, en fait, on ne peut pas demander à nos amis et à nos proches de donner 10 € pour chaque expo pour qu'on puisse faire nos événements. Mais on n'avait toujours pas assez d'ancienneté pour demander des subventions. Du coup, on a créé un modèle avec des événements gratuits et une soirée payante qui permettait d'avoir des ressources de billetterie pour pouvoir ensuite financer l'entièreté du projet. On a fait des nuits blanches parce qu'on avait très peur de ne pas vendre assez de billets et que du coup on soit en déficit. Plot twist, on est en déficit chronique. Mais bon, ça c'est pas très grave. Des fois on se rembourse et des fois on repère, mais c'est de la loterie. Mais du coup, à partir du deuxième événement aussi, on a commencé à réfléchir aux droits de monstration parce que, en fait, on n'avait pas encore entendu parler de toutes les grilles de réglementation des droits de monstration, de DCA, qui en fait mettent une norme par exemple, payer minimum 200 € les artistes qui exposent. Et en fait, à partir de ce moment-là, on n'a pas encore pu atteindre les 200 € par artiste avec des expositions collectives, malheureusement. Mais on essaye toujours de conserver cet objectif de payer une partie de la prod des œuvres qui sont exposées et réserver un montant pour les droits de monstration. Et on rémunère tous les artistes qui viennent faire des performances et qui viennent faire des œuvres en live, on va dire. Programmation vivante, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Que dire de plus? Attends, je réfléchis. Oui, non, c'est vrai que le premier événement, en fait, on savait même pas que des artistes qui exposaient devaient être payés. Et c'est quand même un sujet en soi parce qu'on a fait des études de médiation culturelle. On était en spécialité musée, exposition, patrimoine, donc c'est quand même le cœur du sujet. Mais en fait, on n'avait qu'une approche muséale et personne ne nous parlait de ces droits de monstration qui ne sont pas obligatoires, mais quand même fortement conseillés. Et donc, c'est vrai que dès le deuxième événement, on payait tous les frais de prod, mais on n'avait toujours pas assez d'argent pour rémunérer vraiment les artistes. Puis on aime bien faire des événements qui sont assez ambitieux, donc on n'a jamais fait soit un solo show, soit un duo show. Il y a toujours 7, 8, 10 artistes, donc déjà les ambitions sont déjà présentes. Mais l'année dernière, on a fait une exposition et c'est la première fois où on a vraiment pu offrir des droits de monstration à chaque artiste. Donc c'était pas... En fait, pour les artistes, c'était assez plutôt symbolique en termes de montant, mais pour nous, ça représentait un tiers de notre budget. Donc déjà, c'était hyper significatif pour nous, donc on était hyper contentes. Et en fait, la question, elle se pose aussi parce que on travaille avec des artistes qui sont en situation de précarité, mais nous-mêmes, en tant qu'asso, on est dans une situation de précarité. Donc, comment on deal avec ça? D'autant plus qu'on soutient un projet et que si nous, en fait, on n'est pas les premiers à faire des efforts pour ça, qui va les faire? Donc voilà, c'est un grand combat existentiel. Et bravo, déjà. Et moi, ça m'interpelle parce que ça me fait la transition parfaite. Dans le livre, il y a donc, parmi les témoignages qui sont compilés, revient beaucoup la notion de solidarité entre artistes, du besoin de se fédérer, de s'organiser en collectif, et de se syndiquer aussi.
Et je voulais savoir, vous, peut-être davantage les artistes autour de la table, mais pas que aussi, hein, enfin, quelle est votre vision? Est-ce que déjà, en plus, on a la chance d'avoir différents artistes, je veux dire, différentes générations d'artistes-auteurs. Est-ce que déjà, en école, on a déjà cette volonté de... est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que Lénie, toi, c'est important dans ton parcours. Oui, bah, en fait, c'est une façon de travailler, en fait. C'est-à-dire que un atelier collectif, on mange le midi ensemble, etc. Mais c'est surtout, enfin, nous, à notre sens, c'est la mise en commun de savoir, d'outils, d'espace aussi. Donc, par exemple, la menuiserie, tout ce qui va être la grosse sculpture de métal, etc. Nous, on l'a fait en commun. Et après, chacun a son petit espace. L'intérêt d'un outil comme ça, outil au sens général, c'est vraiment qu'on s'apprend des choses qu'on n'a pas pu apprendre à l'école. Parce que, en tout cas, nous, on a fait les Beaux-Arts de Paris tous les deux. On n'a pas accès à tous les ateliers. Enfin, moi, en tout cas, quand j'y étais, on m'a refusé d'apprendre le métal parce que j'étais peintre. Voilà, c'est ce que m'avait dit le prof de métal, en gros. Après, voilà, c'est une façon. C'est pas forcément parce que c'est une ambition de travailler comme ça, c'était au départ aussi par manque de moyens, aussi, tout simplement, qui a amené ça, qui a amené une sorte d'énergie, un groupe qui fluctue, qui évolue. Voilà, on est passé de 10, 16, 22 à 33 maintenant, ça dépend des lieux. Et puis ça tourne, on rencontre des nouvelles personnes, etc. etc. Mais voilà, c'est ce qu'on s'était un petit peu dit aussi, c'est que pour moi, le nerf de la guerre, c'est le lieu de travail, c'est l'espace de travail, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas d'œuvre et il n'y a pas de bouffe derrière pour répondre à la question. Voilà. Moi, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts à un moment où la politique de l'école était très très tournée vers la compétition et l'individualisation de l'artiste. Et ce qui était un peu insidieux, c'était que c'était présenté comme une manière de nous professionnaliser et comme un moyen de pouvoir avoir un avenir et un horizon joyeux, on va dire, après la fin de l'école. Et ça a été très compliqué à gérer dans mon apprentissage de ma pratique artistique. Ça a vraiment été un écran à mon épanouissement dans ma pratique artistique. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été les 2 voyages que j'ai faits au Ghana et en Lettonie, où je suis allée filmer 2 écoles d'art avec 2 modèles d'apprentissage très différents, qui étaient tous les 2 à leur manière portés sur quelque chose de beaucoup plus collectif et de beaucoup plus réaliste. La société ghanéenne, elle est naturellement très portée sur le collectif. Et donc, ça se ressent aussi énormément dans la manière dont les élèves créent ensemble et ont parfaitement intégré dans leur futur qu'ils seront ensemble, quoi, et qu'ils devront être ensemble, créer ensemble, avoir des ateliers ensemble ou avoir des pratiques où ils s'entraident. Voilà, donc ça, c'est assez naturel. Et la Lettonie, c'était plus tourné vers comment dire une idée un peu comment dire réaliste de ce qu'on peut faire après l'école et l'idée d'avoir aussi un job alimentaire qui puisse être assez intéressant pour aussi informer la pratique artistique qu'on peut avoir et créer un peu une synergie comme ça qui puisse être assez intéressante, quoi. Voilà. Alors, pour faire écho à ce que disait Lénie, effectivement, moi j'ai parlé du côté plutôt syndicalisme. Pour moi, cette forme d'action collective, c'est vraiment une question de mise en commun de connaissances et de montée de compétences ensemble. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée dans le syndicat, alors déjà, donc moi, comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout un parcours école d'art, etc. J'ai trouvé mon chemin un peu toute seule par la suite. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait être artiste et qu'il y avait des syndicats pour ça. Je pensais que ça concernait pas, que ça nous concernait pas, que c'était un truc de cheminot, quoi. Mais voilà, donc j'ai été ravie de découvrir que ça existait. Et puis à partir du moment où je me suis investie là-dedans, en fait, c'est vraiment, à titre personnel, ça a été une façon de m'affirmer aussi en tant qu'artiste.
C'est-à-dire que c'est dur parfois de dire dans cette société de dire ouais, je suis artiste, c'est mon activité, etc. Et là, d'être dans ce groupe, et ben ça, comment dire, ça assoit, ouais, c'est ça. Et à la fois pour ça, et à la fois parce qu'on a une montée en compétences et au niveau des savoirs, de quels sont nos droits, d'avoir des recours quand on se retrouve avec des situations, on n'est plus tout seul, etc. Et je trouve que personnellement, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant. Merci. Moi, il y a quelque chose que tu as dit, Eleni, qui m'a marqué, c'est le fait que, en fait, c'est en fait la situation un peu de précarité individuelle des artistes qui les pousse à se fédérer et qui en fait donne naissance à une fécondité collective et aussi du coup avec des retombées individuelles de création artistique. Et ça me fait penser à ma réaction quand on m'a demandé de modérer la table ronde, c'est que moi, qui ne suis ni artiste ni travailleur de l'art, mais amateur et qui gravite un petit peu quand même autour de la culture, j'ai tout de suite eu en tête l'archétype de l'artiste qui galère et qui, je pense, est assez révélateur de la manière dont le monde perçoit les artistes. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est-à-dire est-ce que la précarité, c'est un passage obligé pour avoir de la valeur en tant qu'artiste? Est-ce que la précarité, c'est aussi, ça peut être moteur dans la création? Est-ce que, au contraire, avoir un travail alimentaire, c'est un frein? J'imagine que c'est du cas par cas. Moi, c'est une question qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je m'adresse aussi à vous deux, hein, bien sûr. Moi, avoir eu j'ai toujours un job alimentaire toute ma vie à côté. Au début, pendant mes 2 premières années aux Beaux-Arts, je le vivais très mal. J'avais grave honte d'avoir un job alimentaire parce que j'avais pas mal de camarades qui n'avaient pas de job alimentaire parce que leurs parents leur payaient leurs études et tout. Et moi, j'avais vraiment honte de devoir pas pouvoir aller aux soirées, de devoir aller travailler à la Biocoop. À l'époque, je travaillais à Biocoop. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était aussi une force parce que ça me structurait vachement pour aller à l'atelier. J'ai fait plusieurs œuvres à propos de la Biocoop, Et en fait, je pense que la précarité est un passage, je pense, un peu obligé dans le système dans lequel on est. Mais si on avait un statut similaire au statut de l'intermittence ou un revenu universel, ce ne serait pas le cas. On voit ce qui se passe avec nos amis irlandais. Ça a l'air d'être très très bien ce qu'ils ont mis en place. Ça a l'air de leur amener beaucoup d'argent dans leur économie, etc. Donc pour ceux qui ne savent pas, ils ont mis en place un revenu pour les artistes, auteurs. Et c'est très bénéfique pour la société. Et moi, je pense que c'est vraiment la sortie de crise. C'est ça. Et avoir un job alimentaire, c'est toujours un peu une danse où il faut mettre en place des ressources, des trésors d'organisation pour faire tout tenir en place. C'est pas forcément très facile. Et puis surtout, le problème du job alimentaire, c'est que ça peut difficilement tenir. Enfin, quand on a un job à côté, c'est souvent pas un 35 heures. Donc après, pour monter en compétences, avoir des meilleurs salaires, etc., c'est compliqué. Donc tout ça, en fait, ça a accru la précarité dans laquelle on peut être. C'est une solution aussi, mais moi, de toute façon, je pense que la solution, ça reste le revenu universel ou l'équivalent de l'intermittence, parce que vraiment, sinon, c'est pas jouable, je pense. Voilà. Bon, je vais rebondir. Hein. Alors déjà sur le côté, est-ce que la précarité, c'est un passage obligé, etc. Ça, je pense que c'est vraiment l'idée qu'on porte, c'est que c'est un
cliché hérité de l'époque romantique. Alors, on peut éventuellement le voir dans le sens où on peut dire oui, c'est aussi les épreuves que traversent les créateurs, créatrices qui vont enrichir leur œuvre, etc. Honnêtement, on a assez d'épreuves dans la vie. Enfin, je ne sais pas, un chagrin d'amour, le deuil, enfin voilà, sans qu'en plus on doive absolument se rajouter le fait de vivre dans un lieu insalubre et de pas savoir comment boucler les fins de mois, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un mythe que certaines personnes ont intérêt à maintenir et contre lequel il faut vraiment se battre. De la même façon que être artiste, c'est pas non plus un hobby réservé à des personnes qui sont riches ou entretenues ou voilà. Donc effectivement, nous, il y a un projet qu'on défend avec d'autres syndicats et la commission culture du Parti communiste. Ça fait 5 ans maintenant qu'on porte ça. C'est un projet de loi pour une continuité de revenus des artistes, auteurs et autrices. L'idée, c'est effectivement de faire une sorte d'intermittence pour les artistes, auteurs, autrices, et qui voilà, qui soit pas exactement la même chose que celle qui concerne les artistes interprètes aujourd'hui, mais en gros, on va dire que ça se rapproche. C'est un projet qui a été étudié il y a eu une mission flash à l'Assemblée dont les conclusions ont été rendues en octobre dernier. Donc c'était une mission qui était chapeautée par une députée communiste et une députée macroniste. Les conclusions de la mission, à la surprise de personne, ont été pour tout le monde le fait que oui, les artistes sont dans une grande précarité et oui, il faut faire quelque chose, sachant que au niveau européen, c'est déjà quelque chose qui a été mis en lumière par la commission culture de la commission, en tout cas les personnes qui s'occupent de la culture de la Commission européenne. Donc c'est aussi suite à ça qu'on voit des initiatives se développer ailleurs en Europe. Tu parlais de l'Irlande. Nous, ce qu'on propose, ça se reproche plutôt de ce qui existe en Belgique aujourd'hui. Et donc voilà, donc là depuis 5 ans, on a réussi à faire émerger ce sujet. Ça a été, il y a eu la mission flash à l'Assemblée nationale, ça a été débattu au Sénat en décembre. Bien évidemment, la droite sénatoriale a fait obstruction, hein, parce que voilà, on a eu droit à ce moment-là d'ailleurs à des discours absolument incroyables, notamment de la part de notre ex-ministre de la Culture, Rachida Dati, qu'on ne regrette pas, qui considérait que si on avait un job alimentaire, c'est qu'on n'était pas un vrai artiste. Voilà, donc ça donne un peu une idée de comment on est dans cette espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui disent si on a un job alimentaire, on n'est pas un vrai artiste, mais par contre, on ne va pas donner les moyens aux gens de plus avoir de job alimentaire. Donc voilà, donc là, on est en train de continuer à se battre sur ce sujet-là, on lâche pas le morceau. L'intermittence, ça a mis presque 15 ans pour que les artistes interprètes l'obtiennent. Nous, on va continuer, hein. On n'est pas à la moitié du chemin, mais on lâche pas. Ah oui, et je voulais dire, excuse-moi, je ne vais pas monopoliser le micro, mais juste avant de te rendre, voilà, il y a quand même un sujet qui est que la continuité de revenus, c'est bien, mais pour avoir une continuité, il faut avoir des revenus. Et un des soucis, mais peut-être qu'on pourra en reparler, c'est que en fait, il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent en grande difficulté dans les rapports de force par rapport à leurs clients, par rapport à leurs diffuseurs, etc., notamment parce qu'il n'y a pas de grille de rémunération. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on reviendra. Si tu veux en parler maintenant, je t'en prie. Hein. Ok, mais j'ai juste l'impression de... Non, ok. Ouais. Bon, alors, en fait, si vous voyez, dans beaucoup d'autres professions, on va avoir une grille de rémunération, on va dire telle tâche correspond à tel paiement. Et en fait, les artistes, bien que étant assimilés salariés pour certaines choses, par exemple pour tout ce qui est assurance maladie, on est considéré par contre comme des entrepreneurs individuels sur d'autres choses. Et dans le cadre quand on est entrepreneur individuel, c'est illégal de se mettre d'accord sur des tarifs
pour laisser s'exprimer la libre concurrence, la loi du marché, etc. etc. Donc en fait, là, c'est un gros enjeu de réussir à dire non, là, il nous faut en fait des grilles de tarifs. Donc c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Par exemple, avec les centres d'art, etc., voilà, il faudrait réussir à étendre ça sur d'autres secteurs de la profession. Ouais, non, mais je suis tout d'accord. Je suis complètement d'accord avec cette idée de grille tarifaire, mais c'est aussi que beaucoup de centres d'art aujourd'hui n'ont pas du tout de grille tarifaire et en fait, ils nous offrent le droit d'exposer. Mais d'où aussi de jouer sur cette précarité, c'est que certains artistes ne peuvent simplement pas refuser une exposition dans un centre d'art parce que pas d'actu, parce que pas d'autres expos, etc. Donc en fait, c'est un petit peu un cercle vicieux aussi. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que du moment où nous, on arrive en tant qu'association de 30 bénévoles à rémunérer les artistes qu'on expose, pourquoi vous n'y arrivez pas? Mais c'est un truc aussi où bon, il y en a de plus en plus, mais on voit encore quand même des centres d'art publics qui ne veulent pas rémunérer les droits de monstration d'un artiste. Donc ils font les frais de production, à la limite le train, le déplacement, mais en fait, on n'est pas payé pour notre travail. Voilà, c'est juste ça. Et je rebondis un petit peu aussi tout à l'heure ce que tu disais. Il me semble que pour nous, en tout cas pour les plasticiens, les beaux-arts, c'est 5 ans d'études. 4 ans après la sortie du diplôme, après 5 ans, il y a moins de 10% d'élèves qui continuent leur pratique artistique. Totalement, en tant que artiste plasticien à plein temps, quoi. Voilà. C'est un peu significatif de la question. Très clair, merci. Et Lénie, tant que tu as le micro, quand on a préparé la table ronde, tu me disais que toi, une des clés de lecture du sujet, c'était l'accès à l'espace. Pour les artistes plasticiens, toi, c'est un peu le cœur du combat de ton association. Est-ce que tu peux nous parler déjà un peu plus en détail de ton asso, des ateliers partagés, et aussi surtout de l'évolution du système depuis ça fait 9 ans, c'est ça que Ça fera 10 ans, là, 10 ça va ans. faire 10 ans. Ouais. En fait, on a ouvert en 2016 à Aubervilliers, où de bouche à oreille, on a eu contact d'un hangar abandonné d'à peu près 600 mètres carrés. En fait, la force qu'il y a eu au départ dans l'ouverture de ce lieu, c'est qu'on a eu droit à un bail 369, donc un bail de 9 ans, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui en région parisienne. Donc tout s'est bien passé. Voilà, on a commencé à grossir. On a fait des expos qui nous ont rapporté des subventions pour faire de plus grosses expos. Et en fait, c'est un cercle pas vicieux mais vertueux parce que voilà, on apprend et on fait des projets de plus en plus conséquents. Et notre bailleur privé a revendu à un promoteur qui lui n'a pas voulu reconduire donc le bail de 9 ans. Donc on s'est fait virer. Et on a dû chercher un nouveau lieu qu'on a trouvé au bout d'1 an et demi de recherche à la Courneuve. En fait, c'est un peu significatif de comment ça s'est passé, c'est qu'on a vraiment fait le tour des municipalités en petite couronne et aucune direction des affaires culturelles ou de l'urbanisme ont dit on a un truc si vous voulez. C'est zéro, c'est niet, on n'a rien pour vous. On est allé voir des privés, mais les privés, en fait, soit ça passe par des agents IMO qui demandent 30% du loyer annuel à une asso. Donc, quand on a des loyers à 150 000 euros, c'est impossible de sortir ça en asso. Donc, voilà. Et finalement, c'est par pleine commune, la communauté de communes, qui nous ont aidés à faire pression sur la Courneuve, qui avait en fait un local disponible. Et c'est comme ça qu'on est rentré. Donc, par contre, là, on passe sur un bail de 3 ans, un bail précaire, comme je crois la majorité des ateliers en région parisienne. Donc, en fait, c'est ça maintenant le nouveau rythme. C'est on passe une année à trouver un lieu. On trouve le lieu, en général, on a 6 mois ou 8 mois de travaux à nos frais. On a un an tranquille, et puis on recommence à chercher. Voilà. Et c'est ça, en fait, le rythme. Je pense au Wonder, c'est pour certains qui connaissent, ils en sont à leur 3e, 4e lieu, là, actuellement. Donc, en fait, on est maintenant agent immobilier pour trouver nos lieux. On est électricien pour refaire la totalité de l'installation électrique. On est plombier, on fait de la toiture. Voilà.
c'est ça un petit peu la réalité de ce genre de collectif. Et juste pour finir, donc la mairie de La Courneuve, dont on dépend aujourd'hui, n'a pas de subvention dédiée à ce genre de structure, mais nous demande de faire des ateliers pour les collèges, les écoles, les adultes handicapés, etc., au nom de l'association. Et on leur dit, mais il faut bien rémunérer les arts. Oui, on verra. En tout cas, il n'y a pas de sub. Et nous, on sait que dans 3 ans, on doit partir. Donc, en gros, si ils ne sont pas contents de nous, dans 3 ans, on dégage. Donc, en fait, c'est même plus qu'on doit faire des ateliers pour être rémunéré, pour avoir le droit de gagner de l'argent. Là, c'est un chantage, en fait, un petit peu. On doit faire des ateliers pour avoir le droit de rester dans notre atelier. Voilà, je voulais finir. Eh bien, je t'encourage fortement à faire remonter cette situation. Voilà. Un petit sujet aussi, au Conseil de la ville de Paris, il y a un vœu qui a été voté pour permettre que des locaux commerciaux vacants soient utilisés en tant qu'atelier d'artistes. On va voir si ça se concrétise d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de porter aussi. Un truc que j'ai oublié, juste, pardon, bon, je tape pas sur La Courneuve, vraiment, c'est les seuls qui nous ont proposé un truc. On les aime bien, on veut être copains avec eux. Non, c'est que en plus de ça, ce qu'on a vu là depuis 1 ou 2 ans, c'est l'apparition de sociétés privées qui, en fait, je pense à Plateau Urbain, le bien nommé, qui est là depuis longtemps, mais il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, qui, en fait, ont des petits contacts avec les immobiliers pour avoir déjà, ils ont des trucs vacants, des bureaux, etc. Et leur job, c'est de trouver des collectifs ou des artistes pour les sous-louer en se faisant une plus-value très costaud. Donc, sur des baux où on aurait des ateliers à 9 €, 8 €, 10 € du mètre carré, on peut voir des trucs passer dans des bureaux en étage où on n'a pas le droit de faire de la sculpture, il ne faut pas tâcher la moquette, à 18, 19 € du mètre carré. Et ils font que ça. En fait, ils relouent, ils relouent des locaux vides pour se faire une marge. Alors que les municipalités, elles n'ont pas d'espace. Voilà. Luna, Noémie, comment est-ce que vous accédez à des espaces pour vos expositions, vos événements? Non, bonne question, parce que c'est un peu une grande question à chaque fois c'est un peu une grande question à chaque fois dans chaque projet. Et il y a des projets qui naissent avant d'avoir un lieu, et des fois c'est avec une idée d'un lieu qu'on va réfléchir à quelque chose. Et on n'a pas de règles bien précises. J'avoue que le plus dur, en fait, ça a été les premiers événements, le premier et le deuxième, où on a vraiment on a pu passer 6 mois à chercher des lieux, parce qu'on était personne, en fait. On était un collectif qui venait de commencer. On n'avait pas un événement à notre actif. Et donc après, c'est normal, puisque les lieux doivent tourner. Donc les lieux sont déjà dans des situations hyper précaires. Donc en fait, c'est juste qui sera le plus précaire d'entre nous. Et, et donc là, c'était les premières fois, on a dû demander, donc on a fait des dossiers. Je me rappelle, très mignonne, la première fois, on a eu un entretien pour avoir un lieu. En fait, on s'est entraîné comme si on allait passer notre oral de master ou de bac, où on a fait des entretiens fictifs, où on s'est dit, OK, pourquoi il faut nous prendre? Pourquoi on est comme ci, on est comme ça, on mérite d'avoir un lieu. Bon, en fait, ça s'est passé beaucoup plus facilement. Mais c'était vraiment une épreuve, et ça nous a un peu traumatisés, dans le sens où après, pour faire un événement, quand on pensait à refaire un événement, on avait ce truc de lieu, et bah, c'était hyper démotivant. Et donc le premier événement, on l'a fait au Point éphémère, et on voulait faire le second dans un lieu différent. Et au final, on a refait au Point éphémère parce qu'ils nous ont fait une proposition sur une période qui était hyper intéressante pour nous. On a pu exposer pendant une dizaine de jours avec 2 gros temps forts, des soirées et tout ça. Donc on a accepté, et au final, c'était très bien. Et après, en fait, ça a été plutôt positif, parce que grâce à ces événements qui ont plutôt bien marché, c'est plutôt des programmateurs de lieux qui sont venus nous voir, notamment le Petit Bain. Oui, Petit Bain, pas le Petit Bain. Donc c'est le programmateur qui nous a envoyé un message à notre grande surprise. Et du coup, là, c'était génial, parce qu'on avait toute cette charge mentale qui était délestée. Et du coup, on a pu attaquer vraiment à réfléchir au projet, aux artistes, à la programmation directement en fonction du lieu. Donc là, c'était un vrai gain de temps.
Mais ensuite, après, pareil, c'est vraiment des temps de recherche qui sont très compliqués. Puis c'est du réseau aussi. Et plus on grandit, plus on travaille, plus on a du réseau. Donc, c'est comme partout. J'en profite parce que du coup, peut-être que ça peut intéresser les artistes qui sont parmi nous. Mais du coup, une association comme vous qui rémunère les artistes avec qui elle collabore, comment est-ce qu'elle curate ces artistes? C'est quoi? Comment est-ce que vous guidez votre choix éditorial? Euh, Juste au tout début, on n'avait même pas la question de la curation, comme quoi tout se crée, se construit. Mais au tout début, on avait juste l'ambition de faire des événements avec les artistes autour de nous, puisqu'on était hyper nourris par leur création et tout ça. Et après, on s'est dit, bon, ce serait bien d'élargir nos horizons, et il y a tout partout, et surtout à Paris. Et après, comment on fait? On visite des lieux, on ouvre les yeux, non mais c'est vrai, mais de se dire qu'il faut être conscient qu'autour de nous, il y a des artistes partout et qu'il faut aller voir des expos, qu'il faut aller visiter des ateliers et tout ça, parce que potentiellement, tu peux tomber sur un travail intéressant. Tous les travaux peuvent être intéressants, mais en tout cas, quand tu as un projet aussi en tête, c'est là que ça peut marcher. Et donc oui, il faut être hyper présent et conscient de cette question-là. Et on ne l'a pas toujours eu, on ne l'a pas tout le temps. Donc c'est un travail mental aussi. Puis j'avoue, maintenant, Instagram, il faut dire la vérité. Et donc il y a tout ce truc où les artistes ne doivent pas devenir influenceurs, etc. Et c'est vrai. Mais maintenant, c'est vraiment une plateforme de visibilité. Et depuis le Covid, quand on n'avait pas accès aux ateliers, quand on ne pouvait pas sortir de chez nous et qu'on avait quand même des projets qui se construisaient, en fait, c'était la seule porte d'entrée qu'on pouvait avoir pour découvrir des artistes, et aussi pour découvrir des artistes qui ne sont pas que parisiens. Et nous, c'est un truc qu'on a un peu à cœur aussi dans le collectif, c'est pas que de programmer des gens de Paris, parce qu'il y a déjà cet entre-soi qui peut être compliqué. Donc, ça nous est arrivé de programmer des personnes même pas forcément françaises. Et j'avoue que là, il n'y avait que Instagram. Je ne dis pas qu'il n'y a que cette plateforme-là, mais c'est vraiment une grande aide. Et quand on n'est pas commissaire d'exposition depuis 10 ans, faut faire avec les moyens du bord. Et Instagram, en vrai, c'est bien. Donc, ça, c'est pour et c'est contre. Très clair. J'en profite parce que c'est un sujet aussi, l'histoire de l'artiste influenceur. Aux Beaux-Arts, toi, tu me disais qu'il y avait un petit peu disons, une culture du star system, quoi. Un encouragement à être le meilleur communicant possible, à s'entourer le mieux possible dès les premières années. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors, moi, je parle de mon ressenti personnel, de ce que j'ai pu observer autour. C'est vraiment très, très, très mauvais. Alors, je pense que, comme le disait Luna, Instagram a ses avantages. Je pense que Instagram amène à certains endroits quelque chose de plus démocratique, mais ça amène aussi quelque chose de très nocif. Et je pense que la question de la compétition, elle est très, très néfaste. Elle empêche de se découvrir soi-même, parce qu'en fait, avant de se découvrir soi-même, avant de découvrir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire, parce que dans le fait de faire de l'art, ça a quand même une très forte dimension personnelle, psychologique. Il y a vraiment, comment je pourrais dire, l'achèvement d'une personnalité humaine dans le travail qu'on fait. Si il y a des histoires de visibilité, d'ego qui interfèrent là-dedans, ça peut être très compliqué. Il y aura toujours ça qui va interférer, mais je pense que au moment de la formation, c'est très très important qu'on ait des espaces où on puisse tester des trucs, quoi. Et en fait, c'est vrai que le phénomène de Instagram, où il faut montrer des choses terminées, il faut montrer des choses, ça pousse à ne pas tester quoi que ce soit, ne pas essayer de se chercher, ne pas essayer de se découvrir, et en fait de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de d'abord faire des choses pour le montrer, quoi,
avant de faire des choses pour le fait de faire des choses, quoi. Donc il y a vraiment ce truc c'est du spectacle, en fait, que le spectacle vient médiatiser complètement le rapport qu'on peut avoir à notre production artistique, qui est quelque chose de très intime aussi. Et ces questions-là sont très peu comment je pourrais dire, politisées et travaillées sous cet angle-là aux Beaux-Arts quand j'y étais. Moi, je me suis vraiment pris de plein fouet la révolution Jean Deloisy, qui était très portée sur vraiment la starification de l'artiste. Il y avait beaucoup de prix, il y avait beaucoup d'occasions, de machins et tout. Et c'est très insidieux parce que d'une certaine manière, c'est aussi des opportunités qui sont non négligeables et qui peuvent vraiment nous aider à plein d'égards, mais aussi qui, je pense qu'ils sont pas extrêmement bien amenés en fait pour les étudiants et qui sont beaucoup plus amenés sur ce mode de la compétition que sur ce mode de vraiment l'aide, quoi. Et les voyages que j'ai fait après m'ont montré qu'il y avait vraiment d'autres manières de faire et que c'était vraiment pas la meilleure façon que j'ai vue aux Beaux-Arts. T'as pas connu Nicolas Bourriaud, du coup? D'accord. Bon, mais ouais, non, mais ouais, tout à fait. Et j'ajoute juste un truc, c'est peut-être qu'aussi il faut pas ramener des collectionneurs aux Beaux-Arts dans les écoles d'art, en fait. Pourquoi? Bah, on est étudiant, on n'a pas encore notre art qui est prêt à être montré. Enfin, on travaille. Et les collectionneurs, bah, plutôt que d'aller dans une galerie où on a une œuvre à 5 000 €, en allant aux Beaux-Arts, on a 5 œuvres à 1 000 €, quoi. Et au final, c'est des œuvres qu'on aurait pu vendre après dans le bon circuit, en fait. Et du coup, voilà, non seulement ça court-circuite aussi le réseau des galeries à qui on travaille. Hein, voilà, c'est pas des concurrents. Enfin, ça court-circuite simplement. Bah, ils vont pas racheter après parce que ils l'ont acheté pas cher, donc c'est normal qu'après avec une galerie. Mais excuse mon ignorance, mais du coup, c'est quoi l'intérêt des écoles d'art d'ouvrir leurs portes aux collectionneurs directement? C'est qu'ils permettent de le faire. C'est Ouais, mais pas l'école d'art qui invite des collectionneurs, mais c'est qu'en gros, en fait, ils viennent directement dans les ateliers. Moi, quand je suis parti, ça commençait un petit peu parce que ils viennent ce qui sera l'art de demain, en gros. ouais, ok. C'est un peu comme une chasse. Hein. Ils viennent, ils repèrent. Et du coup, il n'y a pas que les collectionneurs, il y a aussi les advisors qui viennent repérer. En fait, voilà, on saute des étapes qui font qu'on grille aussi nos étapes. Ouais. Tu voulais réagir? Oui, non, je voulais juste rebondir sur la question d'Instagram et du Star System pour rassurer certains artistes et pour aussi donner des conseils. Quand je disais qu'on regardait sur Instagram et qu'on l'utilisait comme un outil en tant que tel, en fait, il faut aussi avoir un œil. Et quand je dis qu'il fallait être sensible et savoir regarder, ben, sur Instagram, c'est pareil. Et en fait, on va pas chercher la personne qui a le plus de followers ou la personne qui a mis le plus de coulisses, comment je fais ma peinture, comment j'ai construit ma sculpture, ou s'il y a la meilleure vidéo montée. C'est juste qu'il faut être attentif et que c'est un canal où on peut voir des petites bribes. Je sais pas, ça va être une story, mais vraiment nulle, d'une petite toile. Et en fait, cette personne, je savais même pas qu'elle créait. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait m'intéresser, donc j'ai juste lui envoyé un message. Et en fait, ça va me permettre de rentrer en contact avec elle, puisque c'est juste un réseau social. Du coup, on peut parler avec des gens qui sont pas dans la même pièce que nous. Et du coup, il faut juste savoir s'en servir et pas tomber dans les travers du coup du Star System, parce que ce gars, il a plein d'abonnés, c'est sûr que son art est super. S'il faut, c'est le cas. Mais en tout cas, on va pas le choisir pour ça. Et il faut juste l'utiliser et trouver un peu les atouts que cette plateforme elle peut avoir. Donc une petite photo, même juste le lien d'un portfolio, de ton portfolio ou du prix du jury, comment on appelle ça, non, ton examen que tu passes aux Beaux-Arts. Le diplôme. Waouh, j'avais plus le. Pardon. Le dossier de ton diplôme, il est juste épinglé, un petit lien, même si ça date de, je sais pas, 2 ans. Mais en fait, c'est juste des petits indices qui, nous, en tant que organisatrices de projets, ou quand on va chercher des personnes et des profils, ça nous aide, ça nous aiguille. Et en fait, de là, en découlent des discussions, etc. Et voilà. Mais c'est juste qu'il ne faut pas tomber dans les travers. Et Instagram, il faut savoir le retourner pour qu'il soit utile.
Moi, je voudrais juste rappeler que Instagram, c'est du travail gratuit. Donc, voilà, gardez ça à l'esprit, qu'en en faisant ça, gratuitement, on enrichit des grosses sociétés qui, en plus, sont liées avec des boîtes qui font de l'intelligence artificielle et qui pillent vos contenus. Voilà. Et peut-être une dernière question à l'ensemble du panel avant d'ouvrir la conversation à l'ensemble de l'Assemblée. Donc on a parlé de la quantité de revenus pour les artistes auteurs, on a parlé éventuellement d'un accès favorisé aux espaces dans les collectivités périurbaines, tout ça. Enfin, en couronne, pardon. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres mesures à l'échelle nationale descendantes, mais aussi peut-être des actions collectives, individuelles, ascendantes, c'est-à-dire provenant donc des artistes auteurs eux-mêmes ou des collectifs d'artistes que vous aimeriez voir davantage. Est-ce que il y a disons des entreprises autour de vous menées qui vous semblent particulièrement intéressantes et que vous aimeriez mettre en valeur et qui pourraient justement favoriser un petit peu les conditions des artistes si elles étaient à l'échelle? Oui, bah, il y a quand même des choses qui se passent très positives. Déjà, j'ai parlé de... Nous, on est dans le réseau TRAM, réseau Centre d'Art d'Île-de-France, etc. Au même titre que le Palais de Tokyo, que les Beaux-Arts de Paris, etc. Et ils ont accepté notre candidature. Donc, ils nous ont pris en tant qu'atelier à la même table qu'eux. Donc, c'est-à-dire qu'on débat de conditions. Et c'est quand même hyper bien de leur part d'avoir accepté une structure. Voilà, on est le premier atelier d'artistes à avoir intégré cette structure. Donc il y a quand même une prise de conscience aussi à ce niveau-là de la part de professionnels de la culture de ce côté. Après, on est aussi dans le réseau Soleil Nord-Est où en fait c'est simplement des apéros informels avec d'autres ateliers assez réguliers pour prendre la température, partager les problèmes, partager le matériel. Voilà, ça. Et quand tu dis les trucs à promouvoir, je pense à la FRAP, qui est une fédération de réseau de France de toutes les structures collectives culturelles et qui milite énormément pour les questions des chartes rémunératrices, etc., etc. Et surtout, c'est peut-être avec le SNAP une des rares structures qui sort vraiment de la région Île-de-France et qui va dans toute la France, quoi. Voilà. Je serai brève. Oui, dans la même continuité, je pense que là, il y a des calculatrices qui ont été lancées par CEA notamment pour calculer en fait la juste rémunération pour les artistes, mais aussi pour tous les travailleuses de l'art, curatrices, régisseurs. C'est des calculatrices qui sont donc accessibles en ligne gratuitement. Vous pouvez, en rentrant quelques informations sur le projet, connaître la juste rémunération en fait des personnes que vous faites intervenir dans vos projets. C'est des montants qui peuvent paraître très élevés parfois, mais c'est un objectif à atteindre. Et même en tant que petite structure, association, centre d'art pas encore labellisé, voilà, structure à moyens réduits, on peut quand même s'en inspirer pour voilà, essayer de tendre vers ces montants et voilà, faire ces efforts-là. Et moi, j'ai juste une petite sonnette d'alarme qui, je pense, est à la fois pour les associations, pour les artistes, c'est la privatisation qui est en cours encore de la culture et qui va nous priver de plus en plus de subventions. Et ça, je pense que c'est à l'échelle de toute la société qu'on peut se mobiliser contre ça, parce qu'à terme, c'est vraiment ça qui va tuer tout le secteur, parce que le privé va contrôler absolument tout ce qui sera diffusé. Il n'y aura plus de subventions ni pour les espaces de diffusion, ni pour les assos, ni pour les espaces autogérés par les artistes. Et donc ça, je pense que c'est à l'échelle de nous tous qu'on peut se mobiliser contre ça. Voilà. Moi, je voulais parler d'un truc similaire. Je voulais parler de la fermeture grandissante des écoles d'art en France. Donc, on en a déjà eu plusieurs, celle de Valenciennes qui a fermé.
Toutes les écoles sont concernées, hein, même les Beaux-Arts de Paris, qui est censée être cette école, voilà, très voilà, élitiste, machin, etc. Elle est concernée aussi par des changements qui vont réduire la part artistique de l'enseignement artistique dans l'école. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Il y a le syndicat étudiant du Massico qui lutte contre tout ça. Et ça c'est assez, comment je pourrais dire, c'est assez problématique. Parce que ce que j'ai pu vachement observer, même au Ghana, en Lettonie et en France, c'est qu'une école d'art, c'est pas juste un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu qui va irriguer toute la région, ou toute la, je sais pas, comment je pourrais dire, la communauté autour, quoi, de projets artistiques, d'initiatives pédagogiques qui peuvent voilà, bénéficier vraiment à la communauté. Et donc, en fait, supprimer ces écoles d'art, c'est aussi supprimer des relais de culture, en fait, dans des endroits où il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de culture, beaucoup d'accès à la culture plutôt. Et donc, c'est vraiment un énorme problème de vouloir les supprimer, quoi. Et puis, il y a une vision aussi qui est un peu, comment dire, problématique de se dire, ah bah, vous faites une école d'art, il n'y a pas de débouché derrière, donc pourquoi est-ce qu'on devrait vous financer? De toute façon, vous allez devenir chômeur à la fin, hein. Voilà. Et du coup, moi, je pense que ce serait bien de pas répondre à cette question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les artistes après par juste retirer des écoles d'art, quoi. Ça, c'est un peu inutile comme solution. Voilà. J'ai envie de dire que tout est politique, hein, et que cette vision dont tu parles, c'est une vision qui est évidemment portée principalement par la droite et l'extrême droite, et que donc nous, on encourage à s'organiser collectivement pour faire rempart à ça, que ce soit en région Pays de la Loire, présidente de région Christelle Morancet, Horizon qui a sabré dans les subventions, que ce soit les écoles d'art qui ferment ou qui sont attaquées, que ce soit là les mairies qui sont passées au RN récemment qui annulent des expositions parce que le photographe a des opinions qui ne leur plaisent pas, etc. Donc c'est vraiment là... Enfin, je veux dire, nous, à notre échelle, on peut s'organiser entre nous, on peut faire des choses et tout ça. Bien sûr, c'est précieux, c'est important, mais vraiment, avant tout, il faut s'organiser au niveau pour peser au niveau politique. Il faut aller voter, il faut faire voter, il faut rejoindre des syndicats ou d'autres collectifs. Et après, ben, c'est ensemble qu'on arrive à faire des trucs très beau. Moi, ce que j'ai envie de saluer, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Angoulême, là, en début d'année, avec l'annulation, les autrices principalement. Je mets au féminin parce que même s'il y a des auteurs qui ont rejoint le truc, le mouvement était quand même porté par des autrices qui ont dit non, on n'accepte pas et qui ont annulé le festival et lancé d'autres trucs. Et là, maintenant, la direction est confiée à une autre structure et qu'on espère sur des bases beaucoup plus positives. Donc voilà, mais c'est pas en se mettant tout seul qu'on arrive à faire ça, c'est en étant vraiment dans la force du collectif. J'ai des bulletins d'adhésion au SNAP, si ça intéresse les gens. Où est passé le lit? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter déjà? Vous voulez aborder un sujet en particulier? On a encore un peu de temps. Et sinon, je vous propose peut-être d'interagir avec le public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ouvertes même? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Qui ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions, c'était super intéressant. Et moi, j'aimerais juste retourner à la question de base, les artistes ont-ils encore besoin de manger? D'un point de vue non pas de ce qui se passe au niveau des politiques publiques, mais plus de l'individuel. Et tu parlais, Anaïs, du fait que tu avais un job alimentaire quand tu étais aux Beaux-Arts. Moi, j'ai fait des études de curation et j'ai connu aussi un job alimentaire. Et en fait, ma question portait sur des formes de colère qu'on peut ressentir dans ce milieu qui est extrêmement compétitif par rapport au fait qu'il y a des pairs qui peuvent avancer plus rapidement de part simplement qu'ils ont
une stabilité financière préalable aux études. S'il y a colère, comment est-ce que tu ou vous la canalisez? Est-ce qu'elle se manifeste d'une certaine manière? Est-ce qu'elle est légitime aussi? Et voilà, question assez large. Alors, moi, j'ai pas de colère, bizarrement, parce que en fait, je me dis, les personnes qui ont des privilèges, ils ont des privilèges, et moi, j'en ai pas, et en fait, c'est la vie, quoi. Enfin, je me dis que j'avance avec ce que j'ai. De toute façon, ce serait entre guillemets. J'ai pas envie de dire que ce serait inutile parce qu'en fait, ça peut être le moteur de plein de choses, de plein d'engagements aussi, mais j'ai, comment dire, en fait, tout au long de mon parcours, j'ai vraiment eu des périodes de grosse colère, j'ai eu des périodes de dépression, j'ai eu des périodes de lassitude par rapport à la situation. Maintenant, j'en suis arrivée à un stade où je suis assez apaisée avec ça. Ce qui m'a beaucoup aidée à être apaisée avec ça, enfin, comment dire, je suis apaisée avec ça. On n'est jamais vraiment apaisé avec ça, mais disons que maintenant, ça peut me faire souffrir, mais ça reste un stade très pratique, quoi. Ça n'atteint plus mon ego ou la valeur que je me porte à moi-même, on va dire. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de partir en Lettonie, parce qu'en Lettonie, j'ai filmé le premier master qui était complètement dédié à l'art contemporain. Et donc, c'était la première fois qu'il y avait un enseignement dans ce pays où les profs allaient vraiment s'occuper de dire aux élèves qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine quand vous ne serez plus à l'école. Parce qu'avant, c'était le master qui était un peu art contemporanéisé, il était en fait new media, donc en fait les personnes pouvaient avoir des skills dans le montage, la retouche photo, etc., qui leur permettaient quand même d'avoir voilà quoi, un job. Et en fait, eux, ils étaient vraiment en train de dire il faut absolument que vous ayez un job alimentaire, il faut absolument que vous trouviez un job alimentaire qui vous va le mieux. Et il y avait vraiment un très grand voilà, mettre cette question, retirer la charge émotionnelle de cette question et être vraiment dans un truc très pratico-pratique et de qu'est-ce qui va vous rapporter assez d'argent pour vivre dignement, qui va vous laisser assez de temps pour avoir votre pratique, qui peut éventuellement informer aussi votre pratique de manière intéressante. Et en fait, ça m'a vachement libérée et ça m'a permis de prendre cette question de manière plus positive et de me dire qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage, même si je ne suis pas du tout dans un discours de positivité toxique. C'est des situations qui ne sont pas normales, qui sont très, très difficiles. J'ai mis des années à l'appréhender de la manière un peu plus apaisée que j'ai maintenant. Donc voilà, force dans votre chemin. Votre cheminement par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai de quoi tenir 2 heures de questions et d'interpellations, donc je vais faire un teasing. Moi, je suis d'accord sur la notion de colère. Je fréquente le milieu artistique et culturel depuis toujours. J'ai formé des tas de gens. Je vois comment les artistes galèrent. Je vois quand c'est compliqué, quand vous n'avez pas de revenus stables, genre CDI pour trouver un logement. Et il y a une reproduction de l'origine sociale qui fait que si j'ai des parents qui peuvent m'aider, ça va, je vais pouvoir faire artiste, sinon je vais vraiment galérer. Et ça, c'est insupportable en fait. C'est-à-dire qu'il y a un biais qui est que c'est pas le talent ou l'originalité ou la motivation, c'est la capacité soit de résilience de l'artiste pauvre, soit de l'aisance, et tant mieux pour lui, de l'artiste riche. C'est insupportable. C'est franchement injuste. Donc moi, je partage l'avis de mademoiselle, pardon. Il faut essayer de voir comment on peut comparer et compenser ça. Ensuite, je reste sur le sujet, on a besoin de manger. Franchement, heureusement qu'il y a de la compassion, de la pitié, de la solidarité, j'utilise des termes exprès forts, émotionnellement impliquants, qui fait que les amis d'amis invitent le copain ou la copine à manger, à dormir, et ainsi de suite. C'est comme ça.
Alors après, il y a la réponse classique du marché qui est oui, mais si l'artiste ne vend pas, bah c'est tant pis, il n'a qu'à faire un boulet alimentaire. Certes, alors au passage, le marché de l'art date du 19e siècle, il serait temps de passer au 21e siècle. Je veux dire, les galeristes en général ne sont que des boutiquiers qui confondent le travail de l'exploitation, comme on exploite une salle de cinéma ou de théâtre, avec le travail d'agent d'artiste où ils donnent des conseils de management de carrière qui sont de la bullshit en général. Donc il y a un travail de clarification et il faudrait vraiment que les gens du secteur des arts plastiques regardent ce qui se pratique dans le secteur de la musique, où il y a des managers, où n'importe quel petit rappeur a son agent qui n'est pas si con que ça pour l'aider à négocier. Donc voilà. Après, il y a des porosités qui sont peut-être des pistes d'exploration. Monsieur, vous dites que vous êtes formateur, enfin vous donnez des cours, et en fait il y a plein d'artistes qui donnent des cours pour manger. Alors c'est très bien, mais c'est pervers parce que tous les apprenants ont envie de devenir artistes. Donc vous avez de plus en plus d'artistes et le marché, si je peux dire, de l'emploi d'un artiste ou le marché de l'acquisition des œuvres ou de la consommation des œuvres, lui, il ne suit pas, ou plutôt il suit différemment. Par contre, il y a des pistes intéressantes. C'est-à-dire que vous avez des crétins qui habitent à Dubaï et qui sont soi-disant millionnaires parce qu'ils font des créations de contenu. Donc oui, c'est l'occasion pour un artiste plasticien, musicien ou autre, d'avoir à son tour une posture de création de contenu. Encore faudrait-il avoir une meilleure compréhension de la réalité du business model des fameux créateurs de contenu. Mais là, il y a un truc à négocier avec eux. Alors après, le problème, c'est que l'IA va faire perdre plein d'emplois, mais c'est pas grave, il reste les métiers de la main. Oui, les artisans d'art, les potiers, tout ça. Jusqu'au jour où il y aura les robots. Ça, c'est dans moins de 10 ans qu'on aura les robots. Donc, qu'est-ce qui restera? Il restera les métiers du soin, du lien, de la main et du sens artistique. Les métiers artistiques, eux, ils vont survivre. Sauf que, en fait, ça sera plus une occupation du temps libre des millions de chômeurs dans le monde qu'autre chose. Donc, comment on va faire? Il va falloir être probablement dans une porosité amateur-professionnelle à repenser, permettre des passerelles entre amateurs et professionnels pour qu'il y ait une accumulation de statuts, artiste, auteur, interprète, prof, éducateur, animateur social, les métiers du care jusqu'au métier du prof, et la porosité du modèle économique. Pour qu'on puisse peut-être laisser la parole aussi à d'autres intervenants. Alors moi, je voudrais simplement dire que je termine une grosse étude sur les intermittents et je vous propose, mais voilà ma question, je propose au Club 707 de brainstormer pour monter une mission d'études comparables sur les modèles économiques et les revenus à définir pour revaloriser les artistes pour qu'ils aient pas de soucis, pour qu'ils aient moins de soucis pour manger et pour qu'ils soient mieux reconnus. Donc voilà, c'est un appel à contribution. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup déjà pour être là. Ça fait grave plaisir. Ma question, c'est plutôt par rapport à votre instrument. Si vous avez des plateformes, si vous communiquez plutôt d'une manière orale avec les autres artistes, avec des personnes qui travaillent dans les milieux culturels. Et pour moi, c'est hyper important. Je suis très curieuse si vous utilisez des plateformes ou plutôt vraiment les rencontres vis-à-vis. Voilà. Vous voulez dire en interne ou comment est-ce que chaque structure communique en... À vous les plaisirs de choisir comment répondre à cette question. Mais c'est parce que vraiment, moi, je fais beaucoup de recherches sur des plateformes pour chercher des appels à résidence, des appels à financement, des appels aussi banalement vraiment de networking en Europe, derrière l'Europe. Okay. Donc, ouais, peut-être c'était pas. Pour nous, en tout cas, c'est en direct à l'oral dans les rendez-vous qu'on fait entre nous, les apéros, les choses comme ça, parce qu'en fait, on se connaît tous. Voilà, et on se dit, on a eu ça, tu pourrais postuler pour telle expo, pour telle chose. Le problème, c'est quand il y a de la mise en concurrence. Nous, on essaye de balayer ça, mais avec ceux avec qui on s'entend moins, en fait, c'est une mise en concurrence forcément sur des subventions, des appels à projets. Mais globalement, on discute quoi, et on apprend aussi des uns des autres.
Et après, il y a des plateformes qui existent. Je parlais tout à l'heure de la Frappe qui ont des listes d'appels à projets, d'appels d'offres. Il y a le CNAP aussi, mais c'est plus pour voilà. Il existe pas mal de choses comme ça. Ouais. Je pense que je vais dire un truc hyper banal, mais DCA aussi, je ne fais pas l'apologie de DCA, mais ils publient aussi des offres, des appels d'offres à destination des collectifs ou des artistes. Et les villes aussi, je pense aux grosses métropoles, dont celle de Nantes, malheureusement 100% des subventions de la région coupées pour la région Pays de la Loire, mais la ville de Nantes continue de donner des subventions aux artistes et aussi aux structures qui diffusent de l'art contemporain. Donc ne pas hésiter à aller sur les sites des métropoles, même si c'est hyper obscur, souvent, très mal fait. Mais voilà, et sinon, suivre aussi des curateuristes ou des travailleuses de l'art qui sont mobilisées sur Insta, parce que souvent, ils repostent des appels à projets. Ça peut aussi fonctionner comme ça. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il faut multiplier un peu les sources, les canaux d'information, parce que c'est difficile d'avoir un panorama sur toutes les aides qui existent, quoi. CIPAC. Il y a le site de la DRAC, non? Il y a tout là sur la DRAC. Ouais. Oui, il y a le gros confirme. PDF là de beaucoup de pages avec toutes les résidences, c'est des appels. Je sais pas s'il y a tous les appels à projets, je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, je sais qu'il y a toutes les résidences sur le site de la DRAC. Et après, quoi? Ah, c'est ADAGP? Ah oui, c'est ADAGP. Je sais plus ce que c'était. Ouais. Oui, grave, ouais. Ouais, et après, l'autre truc, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le... Enfin, je parle perso parce que je suis tombée dans ça, mais bon, maintenant j'arrête. Mais il ne faut pas tomber dans le... Ouais, c'est les amis, du coup, on rigole comme ça. Bref, il ne faut pas tomber dans le over candidature. Il ne faut pas tomber dans ça parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de neutralité, tu vois. Donc, c'est très rare... Enfin, c'est possible aussi, enfin, ça se passe, heureusement. Mais on sait que quand même le monde de l'art, c'est un monde du contact aussi. Donc, c'est beaucoup de rapports à personne. Et en fait, ça, ce n'est pas... comment on dit déjà en français? Ce n'est pas... il n'y a pas des critères comme en entreprise. Moi, je suis artiste, mais j'ai aussi travaillé en entreprise. Et après, j'ai dit stop. Mais mes boss, ils m'ont dit... On se revoit dans quelques années quand on verra des expos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en entreprise, il y a des critères, il y a des choses. Et en fait, dans le monde de l'art, c'est quelque chose qui est subtil et parfois, ça peut être aussi toxique. Et donc, il faut se protéger beaucoup. Je ne pense pas que c'est vraiment subjectif, c'est vraiment relationnel parfois, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que dans les résidences, c'est qu'on passe beaucoup de temps, et comme j'imagine que tu vas dire que c'est un temps gratuit aussi, parce qu'en fait, on fait des dossiers pendant des jours, des semaines, des heures, et même si le niveau donc, de la proposition est de haute qualité, il y en a d'autres aussi qui sont extrêmement forts, et tant mieux. Moi, je veux dire, je veux pas inciter, je veux pas faire du mansplaining, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas, quand il y a les questions de colère et compétition, en fait, ça, c'est négatif. En fait, ça ne sert à rien, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus riche ou plus pauvre que toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, faut pas que je me perde, la compétition est là, mais donc il faut se dire comment faire en sorte que ça devient un outil de comparaison positif et d'inspiration. Peut-être un discours un peu idéaliste. Mais encore une fois, les résidences, il y en a plein, mais il ne faut pas non plus s'attacher à des choses parce que parfois, le jury en question, il choisira cette année-là une artiste qui vient d'un pays qui veut que cette personne vienne de... Moi, je suis italienne. Imagine une artiste italienne qui fait du textile et céramique. OK, cette année-là. L'année prochaine, c'est céramique, vidéo, je ne sais pas quoi. Donc, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas trop chercher. Et moi, ce que j'invite toujours à faire, comment je raisonne, c'est que je vais faire toc-toc. Et ça, c'est aussi un truc contraignant d'Insta. Moi, je suis génération Z, donc ce qu'on peut dire, genre Instagram, tout ça. Mais
je m'en lasse un peu, quoi. Donc, pour moi, c'est hyper important, le côté humain du studio visite, de prendre l'effort, de prendre le RERB. Je suis aussi à la Courneuve, d'aller à la Courneuve devant le RERB. D'ailleurs, j'ai vu votre... trop cool, j'ai trop kiffé, mais c'était encore fermé. Voilà, donc bravo. Donc, désolée, j'ai dit plein de choses, mais juste, il y a plein de plateformes. Et si tu candidates, va voir le lieu. Parce qu'en fait, si tu es intéressé, montre cet intérêt, quoi. Voilà. Oui, elle a totalement raison. Et moi, je te dirais aussi de candidater spontané, de tenter. Et puis, ils rappellent s'ils ont un trou. Nous, toutes les expos qu'on fait, c'est des collectifs qui nous ont envoyé dans l'année une proposition et on se réunit et on choisit pour la programmation de l'année. Mais on a fait une fois un appel à projet, mais sinon, c'est les gens qui viennent. Pardon, je voulais dire juste un dernier petit truc, sans prendre trop de place. Mais moi, par exemple, je suis italienne et je suis venue exprès en France pour faire l'artiste. Parce qu'en Italie, il n'y a pas d'aide à la création, il n'y a pas d'intermittence du spectacle. L'école publique est quand même payante, mais un peu plus cher qu'en France, l'école publique, quoi. Et du coup, je parle français comme une Française parce que ça fait 10 ans que je suis en France et j'ai fait l'école française à Rome parce que quand j'étais plus jeune, il y a toujours eu un truc Paris-Rome. Mais du coup, il faut aussi être conscient qu'il y a plein de choses. Donc la question du privilège, elle est en fonction de quoi, d'où en fait. Donc mon discours n'est pas pour dire que je suis moins privilégiée ou plus privilégiée que l'autre. Hein. C'est pas, encore une fois, faut pas. La comparaison, elle est pas positive en fait, pour avancer et trouver des solutions. Mais par contre, il faut être conscient que, en France, il y a plein d'aides. Et ça, moi, j'ai choisi mon pays, quoi. Mais je suis trop contente d'avoir découvert du coup la CGT Snap CGT, et que ça, c'est un sujet et qu'on rêverait d'être en Irlande aussi à ce moment-là, quoi. Donc, mais pour dire que Ah oui, merci pour ce dernier message d'espoir. Donc, continuez à se battre pour les droits des artistes-auteurs et garder un peu d'espoir. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. Et je rends la main au Club 707 et à Valentin. Merci beaucoup. Je sais pas si je dois une dernière question, très très vite. Bien sûr, c'est une dernière juste question. pour faire hommage au livre que j'ai consulté pour cette table ronde, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est qu'avez-vous dans votre frigo? Et du coup, j'aimerais, passer un peu plus insolite, vous demander à chacun, chacune, qu'avez-vous dans votre frigo actuellement? Alors là, pas mal de légumes parce que je suis allée au marché ce matin et aussi le traitement anti-allergie de mon compagnon. Moi, j'ai grandi en volant énormément. Et du coup, quand j'ai... Quand je suis sortie des Beaux-Arts, il a fallu que j'apprenne à me nourrir sans voler. Ça a été un long processus qui a duré plusieurs années. Mais aujourd'hui, j'arrive vraiment à faire mes courses pour 20 € par semaine et j'en suis très fière. Donc voilà, il y a beaucoup de Tupperware, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas consulté aujourd'hui, mais moi je parle du frigo du Wouloc du coup. Je pense qu'il doit y avoir des restes de tubes et des bières. En général, c'est le frigo d'un atelier collectif, quoi. Quand mon frigo est vide, il reste toujours des choses. C'est la confiture à l'abricot de ma grand-mère et ça fait tellement poétique. Mais c'est vrai. Et du pâté le pâté de mon autre grand-mère, mais qui maintenant, faut que je le jette parce qu'il est périmé, je pense. Voilà. Moi, c'est terrible. Heureusement que je vis en coloc. Les 2 parties au-dessus, c'est celles de mon coloc. Elles sont toujours hyper remplies. Et moi, c'est toujours vide. Donc, pas grand-chose. Ce que j'ai en ce moment, c'est des produits cyanotypes parce qu'on s'est lancé dans des aventures atelier cyanotype avec les apartés. Je voulais même pas faire une pub, juste pour dire que ça a fui dans mon frigo. Donc, j'ai du cyanotype absolument partout dans mon frigo grâce aux apartés. Et voilà, je crois que c'est pas très bon pour la santé, mais voilà.
Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, en général, merci à Louise, Anaïs, Lénie, Noémie, Luna et notre modérateur Théophile pour d'être venus déjà à cette table ronde, d'avoir répondu présent et présente, je crois que j'ai dit 2 fois présente. Merci à vous d'être venus ce soir, très nombreux et nombreuses, malgré le grand soleil qui était tentant pour être en terrasse. Merci de vous être enfermés avec nous ce soir. Et merci au club d'avoir réalisé cette table ronde magnifique et super intéressante. J'allais dire un mini truc avant les applaudissements pour vous éviter d'applaudir encore une fois après. Mais merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre les activités du club. On adore se creuser la tête ensemble sur ce genre de sujet et plein d'autres autour d'événements collectifs, d'expositions, de soirées, de DJ sets, etc. Donc c'est et plein de blabla dans le bon sens du terme et plein de choses dans la vraie vie qu'on essaye de faire durer. Donc merci d'avoir été là et à très bientôt et très bonne soirée et très bon week-end.